Et voilà, encore une fois, c'est Émile, on est de retour pour la nuit de la radio, événement exceptionnel en direct jusque minuit à l'Alter d'en face, près de la place des Wallons. Ah bah, vous pouvez venir passer un coup, il y a à boire, il y a à manger et je vois double ce soir puisque dans le studio, il y a 2 Alice. Bonsoir. Oh, mais oui, on est 2, oui c'est vrai. Du coup, moi c'est Alice du Radio Côte et ce soir, j'interview une humoriste qui est là avec nous, Alice Connard. C'est bien ça ? Oui, il faut le dire en entier, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai une question, c'est ton nom de famille vraiment ? Oui, alors c'est une question que j'ai beaucoup et je trouve si j'avais choisi ça comme pseudo, ce serait bizarre. C'était un peu une question que je me demandais. Oui, c'est mon nom de famille. Ah ouais. C'est mon nom de famille et en fait, il y en avait plein des connards et tous ceux qui étaient connards en Belgique ont changé. Donc tous les Conrad et les Connors, c'est des anciens connards. Ok, ouais, voilà. c'est super marrant à dire. J'aime bien comme sorti de son contexte quand même, c'est drôle la phrase. Ouais. Et avant les Conrad, c'était des connards. Oui, ils nous ont tous abandonnés, mais nous on a gardé. On reste dans la team quoi. Est-ce que t'as des problèmes genre administratifs où les gens te croient pas parfois ? Alors ça m'est arrivé une fois, je crois que c'était au lancement de l'application Civix, je suis en train de les balancer. Je m'étais inscrite et il m'avait dit on n'accepte pas la vulgarité, en mode le truc était modéré donc je pouvais pas m'inscrire sur l'application. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Ah oui, d'accord, ouais. On n'accepte pas les connards ici. Ouais, ils pensaient que je faisais une blague quoi. Je disais non, désolé. Non, c'est pas pour rire. Du coup, on va peut-être parler un peu de ta carrière. J'ai vraiment gros problème de casque, c'est affreux. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as eu l'idée de te lancer dans l'humour du coup ? Est-que c'est quelque chose que tu as toujours pensé ou ça t'est venu d'un coup, tu as eu un déclic voilà, c'est comment tes débuts se sont passés ? Je pense que j'en ai toujours eu envie quand j'étais petite, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé parce que moi je viens d'une famille où il faut faire des études et un vrai métier, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, là, ces dernières années, à Bruxelles, ça se rend de plus en plus accessible, le stand-up. Et puis moi, à côté de ça, j'ai commencé l'impro en secondaire, l'improvisation. Et là, ça, c'était des clics incroyables. Ah ouais, t'as adoré direct. C'est ça. Et donc, en fait, le stand-up, c'est un moyen pour moi de me professionnaliser sur scène, quoi. Ok, ouais. Là où l'impro, c'est encore très amateur, entre guillemets, c'est plus difficile de se professionnaliser. Donc là, c'est vraiment un espace où je peux monter toute seule sur scène. Et avoir plein de liberté, quoi. C'est quoi les plus gros défis que tu as eu quand tu t'es lancée, du coup ? Je pense c'est un peu comme partir en voyage. Je pense le plus dur, c'est de le faire. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un ami qui m'a inscrite à une scène. Et je pense que j'aurais mis énormément de temps à me lancer toute seule. Et il y a souvent des gens qui viennent nous voir et qui disent « J'aimerais bien essayer, j'aimerais bien me lancer. » Mais le plus dur, je pense, c'est un peu le syndrome The Voice... Tous les candidats qui disent c'est ma sœur qui m'a inscrit parce que c'est trop dur pour eux de. On l'a toujours vu, Oui, c'est hyper dur parce que en fait il faut se considérer assez drôle soi-même pour monter sur scène. Faut avoir confiance en soi. Faut avoir un ego de fou alors que c'est pas facile. Donc je pense que c'est ça le plus dur. Est-ce que tu te trouves drôle ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, je pense que je suis un peu drôle. Hein. Sinon je ferais pas ça. Là quand même, ouais. Non, c'est clair. Mais après, ça varie. Hein. C'est un peu le parcours de l'artiste. C'est qu'il y a des jours, tu rentres chez toi, tu te dis « Oh là là, je suis un génie ». Et puis 2 jours après, tu te dis « Je suis à perdre de merde ». Attends, mais t'es humoriste, t'es pas drôle à 24 ? Ouais. Dur. Est-ce que ça t'arrive souvent que quand tu dis aux gens que tu fais humoriste, que les gens te demandent « Fais-moi une blague ». Ah, mais ça... c'est trop lourd ça en vrai, Ça, c'est horrible. Mais en fait, depuis que j'ai 13 ans, je fais de l'impro et quand les gens découvrent ça, ils font « Ah, tu fais de l'impro, vas-y !» Et t'es là, mais... Non, tu vois, ça demande un certain contexte et tout. Ouais. Et ce truc de faire des blagues, c'est un peu lourd, Du coup, ça m'arrive parfois de pas le dire parce que j'ai pas envie de passer par cette case. Pas que ce soit trop compliqué pour rien. Non. Ouais. Mais il y a des humoristes dans la vie qui sont pas drôles. Hein. Et il y en a qui sont plus drôles en dehors que sur scène.
Mais je pense que ça dépend un peu du public sur lequel tu tombes, non? De quoi, le fait qu'il pose cette question-là? Non, le fait qu'il te trouve drôle ou pas. Ah oui, Tu vois, il y a des gens, des fois... Ça dépend du public, ça dépend de l'énergie, ça dépend de la taille du public. En fait, ça dépend de plein de facteurs. C'est pour ça où il y a des soirs où tu retournes tout et il y a des soirs où ça marche pas. Bah voilà, c'est le jeu. Est-ce que je peux poser une question sensible? Bien sûr. Est-ce que tu utilises ChatGPT pour écrire tes sketchs? Ouh là là, le drama. Non, Je l'avais pas mis dans les thèmes en plus. C'est une bonne question parce que c'est un sujet... Bon, il y en a, je pense... Non, je pense pas qu'il y en a qui le font. En fait, ChatGPT a pas un bon sens de l'humour encore. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Peut-être qu'un jour il l'aura. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour rédiger genre une chronique, parce qu'une chronique c'est vraiment beaucoup de texte. Ouais. Mais vraiment ChatGPT, tu lui demandes fais-moi une blague, oh là là, il fait des blagues de mauvais daron quoi. C'est Ouais, c'est terrible. Je tiens à dire qu'on n'utilise jamais ChatGPT aux radios pour écrire nos chroniques. Jamais on ferait ça vraiment. Mes questions n'ont pas été écrites par ChatGPT. Non. Non, je rigole. Je lui ai dit des thèmes que je voulais aborder et il a fait des questions dans les thèmes. Mais les thèmes venaient quand même de moi. Mais c'est pas interdit ChatGPT ici. C'est mal vu, je pense. C'est mal vu. Peut-être, moi je pense qu'à l'UNIF, vous ah ouais, nous, c'est super problématique, mais moi qui suis sortie de l'UNIF, tout le monde est hyper décontracté avec ça. Hein, genre... C'est problématique au niveau de l'attribution de droits d'auteur. Ouais. Un peu de. Mais justement, à ce niveau-là, j'ai peut-être une question. Excuse-moi, Alice, on te laisse pas beaucoup. Non, pas de soucis, c'est génial. Vous êtes comment tu fais, je pense à Gad Elmaleh notamment, comment tu fais pour t'assurer que tes blagues sont originales et pas qu'on t'accuse de plagiat malgré toi? Parce que je doute pas qu'évidemment tu écris tes propres sketchs, parce que tu dois avoir peut-être de l'inspiration de certains artistes, certains comédiennes. Comment tu évolues dans ce processus-là? C'est une très bonne question. Alors, il n'existe pas de programme comme à l'UNIF où on branche votre mémoire et le programme vous dit... pas compilation de l'humour, quoi. C'est ça, il n'y a pas. Moi, c'est pas encore des énormes questions parce qu'au niveau où je suis, je risque pas de voler des humoristes, j'ai l'impression. Et alors, bizarrement, quand les blagues se ressemblent, ça se voit très très vite. Et le milieu de l'humour, c'est un très petit milieu, donc c'est quasiment impossible de voler des blagues. C'est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un parle du même sujet que moi, et tout de suite, il est venu s'excuser, c'était pas du tout l'objectif. Donc, le vol de blagues, c'est pas un problème. Par contre, quand les humoristes, les stand-uppers commencent, on a souvent tendance à voler entre guillemets, des styles. Ouais. Des manières d'être sur scène. Ça se voit très très fort. Et en fait, avec l'expérience, ça disparaît parce que le style s'affine et les gens s'approprient le truc. Mais au début, moi, je me surprenais à ressembler à certains humoristes et je me disais, mais c'est pas du tout moi, quoi. Je me reconnais pas du tout là-dedans. C'est le processus de la quête de soi, peut-être. Ouais, complètement. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend aussi, souvent, c'est en regardant. Oui, c'est ça, en fait. Tu t'inspires, tu te rends pas spécialement compte, et puis au fur et à mesure, tu te crées ton style. Ouais, complètement. Paul Mirabel, il y a eu toute une vague. Il y a encore maintenant une vague de. Souvent, quand les mecs ont des trucs, des positions un peu plus de. Pas de mal alpha, ils tombent vite dans un style un peu Paul Mirabel. Ouais. Et puis après, ils trouvent plus leur style à eux, quoi. Mais je pense aussi, comme c'est un peu des références, c'est aussi, je pense, peut-être inconscient, mais rassurant de se dire je vais faire comme telle personne, parce qu'au final, je sais que lui, ça marche ce qu'il fait, donc tu retournes dans un style qui fonctionne auprès du public. C'est rassurant, quoi. Oui, comme tu dis, c'est inconscient. Moi, je m'étonnais de voir ça chez moi, quoi. Je me rendais pas compte. Ouais. C'est quoi les thèmes que tu aimes aborder, du coup, dans ton humour? Moi, je parle pas mal des métiers différents que j'ai faits. Ok, ouais. Moi, ça se regroupe souvent sous la question de... Putain, mais on vit dans un monde un peu de fou, quoi. Genre, il y a plein de trucs qu'on considère normaux, mais moi, je parle beaucoup des enfants. Je trouve que les enfants, c'est vraiment une forme de créature particulière sur notre planète. Et je trouve ça bizarre qu'il y ait plein de gens qui soient là. Bah oui, c'est normal. Genre, faire un poirier au milieu d'un cercle, c'est normal. Genre, manger des balles en mousse, c'est normal. Moi, je savais, non, mais c'est pas du tout normal. Enfin... Dans le milieu étudiant, t'en verrais beaucoup aussi. Hein. Ouais, mais c'est ça, oui, à mon avis, il y a de quoi faire aussi là-dessus. Je pense que les étudiants et les enfants ont un point en commun. C'est-à-dire que plus ils sont fatigués, plus ils ont d'énergie. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux du tout. Ouais. Du coup, tu as participé à l'émission Comme à la maison sur Typique. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est Guillaume vous détend, qui
dirige entre guillemets cette émission avec sa boîte de prod. Et il faut savoir vraiment que Guillaume Vous Détend, c'est vraiment une figure dans l'entrepreneuriat tout court, je pense, et dans l'entrepreneuriat de l'humour en Belgique. C'est vraiment une référence. On a beaucoup de chance de l'avoir. Et donc, c'était une journée de tournage avec quelques stand-uppers que je connaissais. Et puis, il y a une plus grosse tête d'affiche. Moi, c'était Alex Ramirez. J'avais beaucoup de chance. Ouais, j'ai vu ça. Et le lendemain, il m'a filé des places pour aller à son spectacle et tout. Donc, c'était trop chouette. Et c'est une super bonne ambiance. En fait, Guillaume Vous Détend, il a vraiment une chouette équipe. Il s'entoure bien. Et du coup, c'est des tournages à la belge. C'est cool, quoi. C'est vraiment détente. C'est pas du tout. Moi, j'avais un peu peur que ce soit une ambiance parisienne où en mode t'arrives dans le studio, on ne parle pas. C'est pas Guillaume Vous Stresse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, J'imagine. c'est Guillaume Détend vraiment bien, quoi. Trop bien. Je voulais savoir un truc drôle. Enfin, c'est pas du tout drôle, mais je vous le dis quand même. Mon papa, c'est le banquier de Guillaume Vous Détend. Mais non. Wow. Du coup, une fois, je suis allée à un rendez-vous avec mon papa parce que j'étais avec lui dans la voiture et c'était dans une espèce de resto. Et donc, ils mangeaient tous les deux pour parler projet. Et moi, j'étais à côté sur une table toute seule. Et c'est Guillaume qui a payé mon repas. Voilà, comme ça. Merci vous savez Guillaume. On lui fait des gros bisous s'il nous écoute. À mon avis, non. On avait qu'il y a des trucs importants à faire là, genre il est sur un tournage en France, on sait pas où. Ouh. Mais du coup, il a une vie, je comprends pas comment il fait. Ouais, pas je crois qu'il a une tranquille, vie ce gars. un peu de malade. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des humoristes, pas dont tu t'inspires, mais que tu apprécies sur scène et est-ce que du coup, tu as des humoristes que tu as rencontrés et que tu trouves vraiment cool, dont tu veux nous parler? Dans le milieu bruxellois, moi j'aime beaucoup ce que fait Gaëtan Delferrière, qui vient aussi de l'impro. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il change les procédés. Je trouve qu'il a des procédés comiques assez à lui, là où on a parfois tendance à tomber tous dans le même rythme et la même chanson dans le stand-up. Lui, il fait un peu des trucs genre « Ah, est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Ouais, moi, je suis français. » Et puis, il dégomme tout le monde. il a des retournements comme ça qui, moi, me surprennent. Et c'est ça que j'adore dans l'humour, c'est d'être surprise. Pas l'avoir vu venir, en fait. Donc ça, c'est très cool. Je suis contente de l'avoir rencontré. Lorenzo Mancini aussi, je suis trop contente de l'avoir rencontré. Et puis, j'ai rencontré des figures genre belges auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Genre, j'ai croisé Gaël Garcia Diaz. Ah oui, d'accord. Oui, et Silent Jill. Et je savais qu'est-ce que je fous dans cette pièce avec elle. J'avais trop peur d'être une fangirl parce que je regarde leurs émissions. Du coup, moi, je connais leur vie. Genre, Silent Jill, ouais, c'est vrai que c'est quand même un délire. Ça, quand tu rencontres des gens dont tu connais la vie, toi, tu connais. Genre, elle parlait de ses enfants. J'étais oui, je sais que tu as des enfants. D'ailleurs, on a interviewé tout à l'heure Clara Loreis qui a joué dans un de ses films. C'est marrant. Le monde est petit. Au final, la scène belge, comme tu disais, est très petite. Donc, t'as vite des opportunités peut-être à ce niveau-là. Oui, je pense, en tout cas, le stand-up bruxellois, c'est un petit milieu, tu rencontres vite beaucoup de gens d'un coup. Après, pour l'ouverture vers ailleurs, ça, c'est autre chose. Il y a un peu souvent le même truc qu'en chanson, je pense, c'est qu'il faut que tu ailles percer à Paris, il faut que tu sortes. Ouais. Et ça, c'est une autre paire de manches, pour le coup. Ça, c'est un autre projet. Et c'est quelque chose que tu ambitionnes, qui t'intéresserait peut-être? Mais là, ça me fait trop peur, j'avoue. Là, moi, j'ai très peur de Paris. Parce que de ce que j'entends, ça a l'air très violent. Les Parisiens. Un peu requin. Un peu requin. Un monde de requins comme ça. Où Genre, nous, on a la chance, on a de plus en plus de comédie clubs qui ouvrent. Et donc, on a vraiment de la place quoi, pour jouer. Et si on veut, on peut jouer plusieurs fois par soir. Alors, à Paris aussi. Mais avant de rentrer dans les comédie clubs un peu de standing à Paris, faut y aller, quoi. Et de ce que j'entends, peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'à Paris, c'est beaucoup plus dur en tant que meuf. Ah ouais. Là où à Bruxelles, il y a quand même une bonne partie de comédie club qui font attention à la parité. Donc il y a une forme peut-être de discrimination, malheureusement, qui est présente dans beaucoup d'autres pans de la société. Et donc peut-être ça te rassure de rester dans cet environnement bruxellois. Qui est safe finalement pour les meufs. Enfin, Qui est plus safe pour les meufs en fonction du comédie club où on traîne. Parce qu'en fait, dans le milieu, il y a quand même des sous-couches, des sous-groupes. On n'est pas juste 30 dans la même pièce. Donc ouais, ça me rassure de rester à Bruxelles parce que je pense que c'est relativement bienveillant, bon enfant. Ouais. C'est cool. Justement, ça fait partie des thèmes que je voulais aborder avec toi, la place des femmes du coup dans le milieu de l'humour. Parce que c'est vrai qu'on est très... il y a beaucoup cette caricature de les hommes sont plus drôles que les femmes. Est-ce que toi, on te l'a fait ressentir dans ce milieu-là où franchement, tu trouves que du coup, comme tu disais, en Belgique, on est quand même plus bienveillant à Bruxelles
Ben moi, évidemment, tout ça, c'est des trucs qui sont dans l'air, mais qui sont pas assumés, dans le sens où on m'a jamais dit t'es moins drôle qu'un mec, mais ça se sent Ouais, quand ouais. parfois dans des soirées où tu joues et puis il y a un mec qui joue et lui il monte sur scène et les gens se tapent la cuisse. C'est là, mais il a encore rien dit. Des fois, t'as l'impression qu'ils ont tout de suite plus de crédit. Ouais. Donc ça, parfois, c'est dur. Donc j'essaie de pas trop faire attention à ça. Mhm. Et on a... Ouais, en fait, on pourrait accuser le milieu, mais je pense que c'est encore trop ancré dans l'inconscient collectif, quoi. C'est Ouais, vraiment le clairement, travail, ouais, il est ouais. de fond à ce niveau-là. Mhm. On a quand même de la chance, parce qu'il y a quand même une place, il y a quand même une ouverture pour les femmes. Et on le voit aussi dans les scènes plus hautes. Là, il y a quand même des Laura Felpin, des Diane Segar qui commencent à tourner dans les zéniths et tout. Donc ça, c'est quand même... Ouais, c'est chouette d'avoir des figures comme ça qui Ouais, ça c'est commencent à essentiel. s'imposer. Ouais, clairement. D'avoir des Ouais. figures féminines au-dessus, ça c'est une Florence Foresti. Avant, c'était la pionnière, quoi. Maintenant, C'est vrai que elle était un peu la seule et maintenant il commence à faire pas mal c'est ça. de. Maintenant, ouais. on commence à décliner un peu plus. Il y en a une que j'adore, c'est Marina Rollman, je sais pas si tu vois. Ah bah oui, Elle, oui, je trouve oui. qu'elle est trop chouette. Bah oui, elle est trop forte. Ouais. Bah donc ça fait du bien d'avoir des figures d'exemple. Ouais. Après, des fois, on galère encore. Parfois, il y a des plateaux où on est la seule meuf. Ça peut arriver encore. Il y a des plateaux où il y a même pas de meuf du tout. Parfois, Ah ouais, ça c'est sûr, c'est ouais. problématique. Mhm. Il y a même parfois il y a des tournées avec plusieurs artistes. Et là, moi, il y a pas longtemps, j'ai vu une affiche avec 12 mecs et une meuf, quoi, qui font une tournée. Et tu te dis, mais enfin, là, il y a un énorme problème. Pourquoi Ouais. personne dit rien? Je comprends pas. C'est pas possible que ce soit. Vous pouvez pas nous dire que c'est la seule meuf drôle de la planète. Ça existe pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, clairement. Ouais, c'est dommage qu'on en soit toujours là et à la fois, je pense que petit à petit ça avance donc. Ouais, ça avance. C'est chouette, mais ouais, il faudrait que ça avance plus vite, quoi. Est-ce que tu sens une progression depuis le début de ta carrière dans l'humour en tout cas? Bah, moi, ça fait pas assez de temps. Ça fait que 2 ans, donc j'ai pas un échantillon assez large. Mais je sens qu'il y a des créneaux à prendre parce qu'on est des femmes. Alors bon, D'accord. ça peut être questionnable aussi. Ah ouais. Mais je sens que des fois, j'ai ma place parce que il faut une meuf. Il faut un Donc, quota de femmes et donc ils vont. Oui, donc ouais. quelque part c'est dommage et en même temps, Et en même temps, c'est bien je parce suis que sur ça- le plateau. ouais. donc, Oui, ouais. donc voilà. Ouais. C'est peut-être une boîte de Pandore justement pour une amélioration possible, mais il faut que ce soit fait correctement, on va dire, quoi. Bah ouais, complètement. Complètement. Et ça se sent encore de manière insidieuse sur les plateaux. Parfois, quand. Moi, ça fait. En 2 ans, c'était la première fois cette semaine qu'il y avait un plateau où il y avait plus de femmes. Ah ouais. Ah bah c'est ouais. Et c'était genre exceptionnel. Alors Ouais, que ouais. dans un monde Inédit. parfait, ça arriverait, c'est pas grave, c'est normal. Mhm. Quoi. Ouais, non, clairement. Mhm. C'est quoi le projet dans ta carrière qui t'a le plus marqué? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? On pose beaucoup de bonnes questions au Radio Côte. Bah là, moi, je suis encore au début, je suis encore un bébé carrière. Mais un truc auquel je m'attendais pas, c'était de découvrir les tournages. Un tournage pro dans la série de Nicolas Croix. Moi, j'ai pu tourner des Ouais, épisodes. ouais. Et c'est des petits tournages courts, mais de découvrir l'ambiance d'un tournage pro, ça, c'était super intéressant. Et ça m'a donné envie de continuer. Je ne m'attendais pas du tout à jouer avec une caméra. Ça, c'était un truc qui n'était pas du tout dans mes objectifs. Donc ça, c'était chouette. Et puis là, je suis en train d'écrire mon spectacle. Donc je pense que là, on est vraiment à un truc charnière. Je pense que mon premier spectacle... Là, ouais, ça a ça quelque va. chose, quoi. Ouais, je pense. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes, mais c'est un step assez costaud, ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu es solo dans cette aventure, un peu un one-woman show si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a des gens qui te soutiennent là-dedans? Bah, c'est très compliqué cette question dans le stand-up parce qu'on est seul et on est entouré, mais on est quand même toujours solo. Donc ça amène énormément de liberté et en même temps ça amène aussi pas mal de responsabilités et de stress aussi. Ouais. Donc là, moi, mon spectacle, je l'écris seul, mais il peut y avoir de la collaboration. Je peux travailler avec des amis à moi. Et là, je pense que moi, je vais devoir travailler avec un metteur en scène pour ce truc-là. Mais sur scène, là, l'objectif, c'est que je sois toute seule pendant 1h15. Et au niveau peut-être de l'organisation plus pratico-pratique, administratif, démarchage, etc., c'est quelque chose que tu fais toi pour l'instant? Ouais, alors quand tu te lances dans un stand-up, t'es ton propre agent, ton propre directeur de com,
ton propre Ouais. secrétaire. Ouais. Moi, j'ai 15 l'impression... boulots à la fois, quoi. Ouais, moi, j'ai l'impression d'avoir une partie de moi-même qui est devenue mon agent Ok, ouais. d'organisation, parce que ça demande... Enfin, moi, je suis très mauvaise en organisation de base, donc peut-être ça me demande plus d'énergie, mais ça demande énormément de coordination. Mon planning, il a 14 couleurs, il y a 15 trucs par jour, il faut réussir à tout combiner ensemble, il faut réussir à gérer ta compta. C'est bête, mais c'est Oui, tout oui. en même temps, là où des fois je me dis, mais pourquoi j'aurais pas pu être salarié dans une entreprise et juste faire un 8, 17 Ouais. En même temps, des compétences intéressantes à avoir dans la vie tous les jours. Oui. Ouais, on apprend énormément de choses, hein, ça c'est sûr. J'ai une question un peu touchy. T'es pas obligé d'y répondre. Mais du coup, parce que tu parles de ça, mais financièrement, du coup, t'arrives à en vivre? Alors non, moi je vis pas encore complètement de ça. Je suis prof d'archi Ok. Ah ouais, à d'accord. l'ULB. Donc je jongle entre ça, Mhm. je donne des coachings d'impro aussi. Mais de ça, financièrement, je gagne entre 50 et 400 euros par mois. Ah ouais, d'accord. C'est encore un peu limite. Donc Ouais, alors, oui, c'est non, je vais on se rend pas me compte mettre que à c'est fond un là-dessus. milieu Non. dont il est super difficile de vivre, en fait. Alors, en fait, le stand-up, comme on est seul, c'est difficile au début, mais une fois que ça s'ouvre, là où tu vois une troupe de 20 personnes au théâtre, il y a énormément de gens à rémunérer. Au stand-up, tu es seul sur scène. C'est vrai, ouais. Si tu fais du stand-up vraiment classique, tu n'as pas une mise en scène avec énormément de moyens. Donc, si ça perce, là, tu peux gagner Ouais. beaucoup d'argent. Tout l'argent est pour toi, quoi. Mais oui, mais bon, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, c'est ça, c'est le ouais. jeu, quoi. Ouais. Mais donc, à Bruxelles, ils sont peu à vivre uniquement de ça. C'est plus des générations. Il y a quand même des générations de stand-up. Et dans ma génération, il y a encore personne. Ou alors, dans des statuts d'artistes, des comédiens qui font... Mais tout le monde fait autre chose à côté. Comme tu disais, peut-être Paris, c'est là où il y a plus d'opportunités pour devenir professionnel à plein temps, quoi. Peut-être. Ça, je me rends pas compte. Je sais qu'à Paris, il y a des gens qui arrivent à faire 3-4 plateaux par soir. Ah ouais. Et Mais Paul Mirabel, il a charbonné comme ça au plateau. Il en a fait des centaines et des centaines. Mais financièrement, un plateau, ça peut te rapporter. Enfin, ça rapporte pas énormément d'argent, sauf si tu fais vraiment des plateaux avec énormément de public. Donc ça, je saurais pas dire. Mais si tu pouvais en vivre, tu lâcherais le reste pour en vivre 100%. Si tu en avais l'occasion. C'est une question que je me pose assez régulièrement, parce que moi, j'ai quand même la chance d'aimer ce que je fais sur le côté. Donc pour le moment, je suis très contente comme ça. Mais oui, dans l'absolu, mon rêve, ce serait un jour de gagner ma vie comme ça plus tard. Mais je sens que le projet doit être un peu plus mûr aussi pour arriver à ce stade-là. Est-ce que tu n'as pas peur que, comme dans beaucoup de cas, pas ton hobby, mais ce que tu fais comme projet passion, si ça devient ta carrière à plein temps, ça devienne justement une carrière un peu, tu vois, donc une contrainte, une obligation de continuer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie au jour le jour, enfin qui te... C'est déjà le cas, hein. Il y a déjà des soirs où je vais jouer, où j'ai pas envie de jouer. Ça peut déjà devenir une corvée parfois. Et en même temps, il suffit d'une soirée où ça touche le bon endroit, où chez toi ça fait vibrer. Le reste, c'est un peu le truc, tu vois, des jeunes mères qui accouchent et qui te disent j'ai oublié la douleur. Genre, oui. Il y a un truc tellement fort. Bon, après, ma soeur accouchée, elle a dit que c'était pas vrai, mais mais il y a un truc. En tout cas, moi, je fais ça. Enfin, je joue depuis que j'ai 13 ans et c'est vraiment un espace très particulier. Donc, j'ai pas trop peur que ça devienne horrible. Mais le rêve, ce serait d'arriver à une vie où je joue et où j'ai du temps pour moi aussi. Ouais. Je pense que jouer trop, là, il y a moyen de s'épuiser. Ça, c'est un truc qui me fait peur. De faire un burn-out de la scène, ça me fait peur. Mais il y a peut-être aussi, comme tu n'as plus d'autres activités sur le côté, c'est-à-dire que tu es obligé de trouver des blagues qui fonctionnent, sinon ça marche pas, quoi. Ouais, alors il y a beaucoup d'humoristes qui ont ça comme deuxième ou troisième spectacle. Florence Foresti, elle a un spectacle où elle dit... je sais plus sur quoi écrire parce que je vis plus la vie normale. Gad Elmaleh aussi, une fois qu'il est devenu super riche, il connectait plus avec les gens du public. Avec la réalité des gens, ouais. Donc ça, c'est une super bonne question et c'est là où on dit tout le temps que pour pouvoir écrire, il faut que tu continues à vivre. Donc c'est là où je me dis que j'ai de la chance de continuer à travailler sur le côté parce que en fait, ça enrichit super fort l'autre côté, quoi. Donc il faut réussir. C'est là où je dis que j'ai envie d'avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir continuer à vivre, mais de manière humaine, genre passer du temps avec des gens, faire des choses de la vie, quoi.
Ça, je pense, il faut, pour pouvoir être inspiré, en effet, ça, c'est la base. J'ai une dernière question pour toi. Les garçons, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant que je termine. Non, vas-y. Je me demandais, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer là dans le stand-up ou dans l'humour en général? C'est quoi les conseils que tu aurais aimé, toi, entendre quand tu t'es lancé? Mais je suis trop contente qu'on parle de ça parce qu'il y a souvent des gens qui viennent nous voir en catimini et qui pensent être seuls. Mais en fait, moi, je suis convaincue qu'il y a énormément de gens qui veulent se lancer mais qui n'osent pas. Moi, je conseille de se mettre une date, de s'inscrire à un open mic. Il y en a plein à Bruxelles. De s'inscrire et seulement après de régler la question du texte, la question de la prestation. Parce qu'en fait, votre prestation, s'il n'y a pas d'échéance, elle n'arrivera jamais, quoi. C'est comme si vous deviez faire un mémoire, mais que vous avez pas. Il faut un peu la pression de la fin, là, ouais. Moi, je pense, ouais. Pour les open mic, c'est grave si notre texte il est pas drôle du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le truc où tu peux te prendre un mur, c'est pas grave, c'est fait pour. Oui, et les gens qui viennent voir des open mic, ils le savent. Ils ont pas. Moi, je fais des plateaux parfois avec des exigences de fou. Les gens ont les bras croisés en mode j'ai payé, fais-moi rire. Le open mic, les gens ils payent pas ou peu et ils savent ce qu'ils viennent voir. Donc ils sont hyper bienveillants. Et c'est rare que tu te prennes vraiment un mur, quoi. Et si tu te prends un mur, en fait, tu te rends compte que t'es pas mort et la vie continue. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. C'est dur à encaisser, mais bon. On te fout pas dehors en mode ne reviens plus jamais, quoi. Non, sauf si t'as fait des blagues ultra problématiques. Alors là, y a un problème. Là, vaut mieux éviter, ouais. Mais en général, c'est la seule raison pour laquelle tu prends un méga bide. Sinon, d'office, les gens ils connectent avec toi parce que comme t'es nouveau, ils se connectent avec toi et ils se disent waouh, la classe, quoi. Ils sont déjà super impressionnés que tu montes sur scène. Donc comme pour beaucoup d'artistes qu'on a interviewés ce soir, en réalité, c'est passer au-dessus de cette appréhension de la peur de l'échec. Et au final, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la carrière de tout le monde. J'imagine que tu as déjà fait des blagues qui ont bidé, comme des blagues que tu pensais qui n'étaient pas dingues, mais en fait qui ont super marché. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de ta carrière, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, ce qui fait peur, c'est que sur une soirée, si tu bides, tu as tendance à faire le ratio. Tu te dis, j'ai 0 sur 1, je vais pas y arriver. Mais en fait, tu fais 50, 100 scènes. Et là-dedans, il y a quelques bides qui se perdent. Et tu te dis, c'est rien, on s'en fout, ça vaut rien. Donc, le plus dur, c'est le premier. Mais il faut se lancer. Moi, il n'y a rien de plus frustrant que des gens qui me disent, je rêve de le faire, mais je le fais pas. Ça, c'est hyper frustrant. Faut y aller, quoi. Trop chouette. Merci en tout cas, c'était vraiment super. Merci à vous. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être? Oui, à fond. Du coup, c'est Alice Connard avec un seul N. Et je viens d'annoncer mon spectacle là, qui commence à se remplir. C'est au Petit Chaperon Rouge en mai et en juin. Trop chouette. Allez tous checker ça sur les réseaux. Et du coup, on va se laisser là, je pense. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, c'était vraiment trop chouette. Merci pour l'invitation. On va s'écouter une petite musique et on continue ce magnifique event de la nuit de la radio à l'Alter d'en face, toujours. Je rappelle, on ne le dira jamais assez. Merci pour votre attention et on continue avec une petite pause musicale. À tout de suite. I asked her to stay.